En 2017 sort ce qui est considéré aujourd'hui comme le meilleur open world, Zelda Breath of the Wild. Et quelques années après sort Tears of the Kingdom, un jeu qui se veut être la suite de Breath of the Wild et donc mieux que lui. Pourtant, pour beaucoup, il a échoué. Est-ce que ce jeu si culte est-il moins bien que son prédécesseur? Pour le savoir, prenez votre paravoile et embarquez avec moi dans cette grande aventure que sont les Zelda Open World. Les jeux Zelda sont reconnus pour être tous ne serait-ce que très bien. Zelda Four Swords Adventure était l'un des pires Zelda, et pourtant il est noté 86 sur Metacritic. Mais il y en a quand même quelques-uns qui sortent du lot, comme Zelda Breath of the Wild. Zelda Breath of the Wild est considéré comme le meilleur. Mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est un open world? Eh bien oui, en partie. Mais surtout parce que c'est un bon open world. Outre la manière dont il a été construit pour que tu puisses aller d'un point à un autre en faisant des détours à chaque fois parce que tu vois des choses qui t'intéressent, l'open world est juste incroyable. Déjà, comme l'a dit The Great Review dans sa vidéo, BOTW te donne l'impression que tu trouves tout par toi-même, et que le jeu ne t'apprend rien. Par exemple, tu vois une hache dans une souche d'arbre, donc tu te dis que tu peux casser l'arbre, ce qui en fait un pont vers ta première arme. Le jeu t'a fait comprendre quelque chose, mais ne t'a rien dit. En plus, ce qui est très sympa avec BOTW, ce sont les sanctuaires. Alors oui, c'est un peu controversé parce que ça remplace en quelque sorte les donjons des jeux Zelda, mais ça permet surtout de faire plein d'énigmes et de pouvoir les résoudre différemment. Ça va être encore mieux amené dans Tears of the Kingdom, mais on y reviendra. En fait, lorsque vous entrez dans un sanctuaire, vous savez jamais ce qui vous attend. Vous pouvez tout avoir, que ce soit un labyrinthe avec une balle, ou bien un entraînement au combat, on peut vraiment tout avoir. Surtout qu'il y en a 120. Et puis, ils te permettent vraiment d'aller dans des recoins éloignés auxquels tu n'aurais pas pensé. Par exemple, dans Ebra, dans le coin gauche de la carte, il y a environ 4 ou 5 sanctuaires. Et puis, dans les sanctuaires, la plupart du temps, tu peux résoudre les énigmes comme tu veux et de plusieurs manières. Le jeu te laisse libre dans la manière de résoudre ces énigmes, peu importe comment tu fais, tous les moyens sont bons pour réussir. Et ensuite, ce qui est vraiment bien dans le jeu, c'est qu'on s'ennuie pas. Je veux dire, c'est pas vide. Des fois, il y a forcément pas grand chose, c'est sympa de se balader dans les forêts et de ramasser tout ce qu'on voit. Mais parfois, on voit toujours un camp de monstres, un Korogu, une quête secondaire ou un sanctuaire. C'est jamais vide et il y a toujours quelque chose sur notre chemin. Et même quand il n'y a rien, il y a toujours cette sensation apaisante de se balader dans un endroit calme. La map est particulièrement bien faite, avec des zones différentes, mais quand même très cohérentes. Par exemple, j'aime beaucoup les auras qui sont dans des sortes de montagnes. Ensuite, à chaque fois qu'on sera invité à aller explorer un endroit, même si c'est pas pour les régions que j'ai citées précédemment, la géographie va te pousser à visiter des endroits. Par exemple, lorsqu'au tout début on voit la map du jeu, le premier truc qu'on se dit, autre que s'il y a des dégâts de chute ou pas, c'est si on peut aller sur la montagne au loin. Ou même cette montagne qui semble brisée. Comment est-ce que je vais pouvoir y aller? Puisque oui, tu vas pouvoir y aller. Si BOTW est un bon open world, c'est aussi parce que à chaque fois que tu vois un endroit, tu sais que tu vas pouvoir y aller physiquement. C'est pas juste un endroit qui est là pour faire beau, et si des fois tu peux être déçu parce qu'il n'y a rien, eh bien c'est rarement le cas.
Il y a souvent un sanctuaire ou d'autres choses sympas, comme un cheval légendaire. Une de ces choses dont j'entends rarement parler, ce sont les quêtes secondaires. Zelda Breath of the Wild a de très bonnes quêtes secondaires. Mais quand je dis ça, je dis même les petites quêtes que tu trouves dans les relais. Laissez-moi vous expliquer. C'est pratiquement jamais des quêtes FedEx, c'est-à-dire des quêtes comme « Oui, j'ai perdu mon épée là, peux-tu aller la chercher ?» Non, dans le pire des cas, ce sera « Oui, tu peux me rapporter 20 champignons tempo ?» Mais ça encore, ça va. Puisqu'à chaque fois que le jeu va te demander d'aller à des endroits, et bien que ce soit pour une bonne récompense comme le village de zéro, ou une énigme, bah ça te pousse juste à explorer. Pour reprendre l'exemple des champis turbo, tu sais que ça se trouve au niveau des falaises, alors tu vas aller vers les auras puisque c'est là où il y en a le plus. Ou alors tu vas faire les magasins à la recherche de ces ingrédients. Encore une fois, tu as plein de manières de résoudre cette énigme. Et si ça ressemble à des quêtes FedEx, eh bien c'est pour t'amener indirectement à des endroits plus importants. Par exemple, lorsqu'un PNJ random te parle de la Master Sword, c'est évidemment pour t'y amener. Puisque le gros point fort du jeu, c'est qu'elle débouche souvent sur quelque chose de plus grand, ou plus intéressant et parfois inattendu. Et enfin, je pense que le point le plus controversé de BOTW, c'est les Korogu. Sur le papier, c'est une bonne idée. Tu les trouves à des endroits aléatoires où tu as des petits défis à faire. Sauf qu'il y a quelques problèmes à ça. Déjà, ils sont pas super visibles. La plupart du temps, tu ne vas pas les voir et passer ton chemin. Alors que, justement, pour tout ce qui est défi, bah, c'est pas censé être caché. C'est censé être là pour que le joueur n'ait pas d'endroit où il n'y a rien à faire. Et pour empêcher qu'il ne se sente pas gratifié d'avoir atteint un endroit, ou juste qu'il s'ennuie. Et pour ceux qui sont cachés, je comprends le délire. Il y a certains endroits où c'est intelligent de les mettre, par exemple là. Mais il y a d'autres endroits comme ça. Et surtout, le gros problème, c'est qu'il y en a 900. Oui, 900 et c'est obligatoire pour finir le jeu à 100%. Donc ça en fait un peu trop. Il aurait mieux fallu moins de Korogu, mais à des endroits mieux placés, qu'autant, mais parfois aussi mal placés. L'idée est bonne, mais quand tu veux finir le jeu à 100%, pour la plupart des joueurs dont moi, bah c'est une contrainte plutôt qu'un vrai plaisir. Heureusement qu'ils n'ont pas refait l'erreur dans Tears of the Kingdom. Clin d'œil, clin d'œil. Bon, le jeu a même une histoire intéressante, avec les souvenirs. Encore une bonne manière de pousser le joueur à explorer. Si tu veux en savoir plus sur ce qui s'est passé il y a 1000 ans, bah va à ces endroits. Mais t'es toujours pas obligé, puisque le joueur doit être libre. C'est une super manière d'inciter le joueur à explorer. Et puis, le gros point fort de cet open world, c'est que tu peux aller dès le début où tu veux. Il a donné les bases des open world où si tu veux aller battre le boss dès le début, eh bien tu peux. Et si tu as envie de faire seulement 2 boss, puis d'aller affronter le boss final, bah là encore tu peux aussi. Et puis, comme il y a un scaling au niveau des monstres, à chaque fois que tu bats un boss, tu vas devenir plus fort. Et les mobs aussi. Ce qui est un peu l'inverse de Pokémon Écarlate et Violet, et qui au final te fait suivre un chemin. Bref. Donc ça permet à ce jeu d'avoir une courbe de progression qui suit le joueur, et plus il devient fort, plus les monstres aussi. En fait, BOTW, c'est un peu l'open world parfait. Ça a mis les bases de tous les open world d'aujourd'hui, avec d'autres jeux comme The Witcher 3 par exemple, et même ceux des moins bons, et aussi de montrer qu'être un open world, c'est pas seulement un argument marketing, mais une vraie manière de faire. Un vrai travail de game design, que ce soit pour éviter que le joueur s'ennuie ou qu'il ne se perde pas, malgré un de ses seuls défauts qui sont les Korogu, qui sont juste trop nombreux et un peu désagréables. Tiens, prends ça espèce de petite. Si BOTW est si parfait, à l'exception des donjons, des mobs et des Korogu, alors faire une suite qui soit tout aussi bien, bah c'est pas si compliqué puisqu'ils ont juste à reprendre les codes de Breath of the Wild. Et ben c'est un peu ce qu'ils ont fait avec Tears of the Kingdom, donc TOTK. Et ben on va voir si c'est réussi ou pas. Laissez-moi vous expliquer. Tears of the Kingdom est la suite directe de BOTW. Enfin, je crois dans la timeline Zelda. Et donc on retrouve Link et Zelda dans les souterrains d'Hyrule. Et Ganon se réveille, et Zelda est envoyé dans le passé. Bref, l'histoire est sympa, mais on y reviendra. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est si Zelda TOTK est réellement un open world parfait. Déjà, il faut savoir 2 choses. Le jeu rajoute 2 nouveaux niveaux, les profondeurs et les îles célestes.
Le jeu est toujours une ode à l'exploration, et cette fois on commence sur une île. On a donc une vue sur tout le royaume d'Hyrule, et donc on peut voir à quel endroit on peut aller. Sauf que là, on a le plus gros problème de cette suite. Et bah c'est que c'est une suite. Donc si tu as déjà joué à BOTW, tu sais quels sont les endroits de la carte. Je veux dire, il n'y a plus les gros points forts de BOTW, la découverte. J'ai déjà dit, mais lorsque tu avances au début et que tu vois la montagne de la mort, tu as envie d'y aller. Mais là, tu sais déjà à quoi t'attendre. Et oui, je trouve que les grottes sont super, ça rajoute du relief, et il en fallait. Mais lorsque tu vois ces paysages, tu sais déjà où tu vas aller, ce que tu vas faire. En plus, ces sanctuaires qui sont dans BOTW servaient comme prétexte à l'exploration. Ici, ils peuvent être parfois ressentis comme une contrainte, puisque à part dans les grottes qui sont nouvelles et les îles célestes, la plupart du temps, ce sont dans des endroits que tu as déjà visités. Et parfois, ils sont pratiquement aux mêmes endroits. Il n'y a pratiquement rien qui change. Par exemple, le sanctuaire au Mont Satori, c'est comme dans le jeu précédent. Bah, ça pousse moins à l'exploration, puisque pourquoi explorer quand on sait déjà à quoi s'attendre? Et c'est encore pire dû au fait que les temples et les bêtes divines sont exactement aux mêmes endroits. C'est pas normal de se dire en voyant la carte est-ce que je vais aller dans le désert Gerudo si j'ai assez d'ingrédients pour survivre au chaud? Non, peut-être les auras, c'est plus facile. Ça gâche complètement la découverte. Enfin, pour pratiquement tout, mais no spoil. Après, ça amène aussi autre chose, mais c'est juste que pour moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment dérangé quand j'y ai joué. En plus, les nouveaux ajouts dont j'avais parlé, les souterrains et les îles célestes, sont trop vides. Déjà, les souterrains, c'est une super idée. L'ambiance y est incroyable, les maps sont vraiment bien puisqu'il n'y a pas juste des bocoblins, mais par exemple ces trucs dont j'ai oublié le nom, mais c'est super vide. Tu marches pendant des heures à la recherche de racines pour éclairer, et à part les tenues des anciens héros, bah y a pas grand chose. Au niveau du relief, c'est juste la map en inversé. C'est-à-dire que les montagnes vont faire des creux et les trous vont faire des montagnes. Sauf que, comme tout est noir, tu avances d'une racine à une autre sans voir ce qui t'intéresse, ce que tu ne vois pas. Et y a pas assez de choses intéressantes. Je veux dire, j'ai été interrompu au maximum 3 fois de ma routine d'aller chercher des racines pour éclairer les profondeurs. Les îles célestes sont bien, très belles, mais trop petites. Les développeurs ont mis ça en avant comme le grand ajout de TOTK par rapport à BOTW. Mais c'est trop vide. Il y a au max une dizaine de mini-boss, et tu y vas seulement pour les donjons ou les sanctuaires. Parce que sinon, pourquoi y aller? Pour les Korogu, mais il n'y a pas tellement de choses intéressantes, comme des camps de monstres, des souvenirs. C'est un peu trop vide. Ne serait-ce que lorsque tu regardes la carte, c'est assez pauvre. Dans certaines zones, tout ce qu'il y a, c'est le labyrinthe. Alors oui, ça permet de voir la carte d'un autre point de vue, pour avoir une super belle vue du haut pour se déplacer, sauf que juste en rajouter un petit peu, alors qu'ils ont beaucoup axé la communication dessus, bah c'est un peu dommage. Surtout que l'île la plus grosse, bah c'est celle du tuto. TOTK rajoute aussi énormément de moyens de se déplacer, de choses à créer, c'est centré sur la créativité. Puisque maintenant on trouve à des endroits des planches de bois, ou d'autres matériaux pour construire avec les nouveaux pouvoirs de Link. On peut créer énormément de nouvelles machines. Alors oui, ça aide à la créativité, mais on perd clairement cette sensation de balade qu'on avait dans Zelda BOTW. Et c'est en partie dû au fait que bah, c'est une suite et qu'il n'y a pas de découverte. Mais surtout à cause des artefacts sonos, qui pour le meilleur comme pour le pire, changent complètement l'ambiance du jeu. Et je trouve ça assez dommage, puisque oui, c'est subjectif, mais je préférais l'ambiance de Zelda BOTW à celle de TOTK. Parce que là, oui, je parle du jeu sans glitch. Puisque évidemment, passer la map en Winbomb ou en BLSS, c'est pas le même sentiment. Après, ça rajoute quelque chose de vraiment bien, mais on y reviendra plus tard. Et oui, c'est plus mineur, mais les 1000 Korogu, c'est une blague. Alors oui, ça permet aux joueurs de ne pas s'ennuyer et de toujours avoir quelque chose à faire sur la carte. Surtout que maintenant on peut transporter certains pour qu'ils puissent rejoindre leurs amis. Donc on peut les torturer, mais bref. Surtout que, regardez cette carte de Korogu de BOTW. Et maintenant celle de TOTK. Déjà c'était abusé dans BOTW, mais dans TOTK c'est encore pire. Là où il y en a, c'est pas obligatoire de les mettre. Regardez juste sur le château d'Hyrule. Il y en a comme celui au sommet qui est très sympa et bien vu, mais les 21 autres tours ne sont pas nécessaires.
Surtout qu'il y a des sanctuaires, une faille vers les profondeurs et des coffres à proximité. Le problème, c'est que ça fait l'inverse de ce que ça veut produire, c'est-à-dire ennuyer le joueur au lieu de l'amuser. Je dis ça pour TOTK, mais l'exemple pour BOTW est valable aussi. Regardez là, il y a 2 sanctuaires, un camp de monstres et une vingtaine de coffres. Pourtant, comme il y a 900 Korogu, les développeurs se sont dit que c'était une bonne idée de mettre 18 Korogu à côté. Et oui, les 100 Korogu qu'ils ont rajoutés, c'est dans les îles célestes. Mais je comprends que pour la plupart des personnes qui ont voulu finir le jeu à 100%, ce soit plus considéré comme une contrainte plutôt qu'un vrai plaisir. Et pour continuer dans les choses plus mineures du jeu, ce sont les pouvoirs des sages. Le jeu a remis les sages des anciens Zelda, et leur a donné de nouveaux pouvoirs. Dans BOTW, les sages étaient des prodiges, il y avait 4 pouvoirs. Un pour survivre à un coup mortel, un pour électrocuter tout dans une zone, un pour contrer tous les coups possibles, et enfin un dernier pour atteindre des hauteurs en un seul saut. Ces pouvoirs-là étaient vraiment bien, surtout le dernier pour l'exploration et les combats. Mais là, les nouveaux pouvoirs et les nouveaux sages, sauf Sidon, sont tous pas très intéressants. Déjà, leurs fonctionnements sont étranges. Il faut, à part pour le Piaf, qui encore une fois est le meilleur, appuyer sur A à côté d'eux pour déclencher leur pouvoir. Par exemple, pour déclencher le pouvoir de Riju, il faut appuyer sur A à côté d'elle, attendre de voir si tu es dans la zone, puis lancer une flèche. Alors que justement, s'il est mis dans la zone, ça devrait se faire automatiquement. C'est pareil pour Sidon et Yunobo, et en plus leurs pouvoirs ne sont pas très utiles. Sidon est une sorte de bouclier d'eau que tu peux changer en grosse attaque, et Yunobo c'est une sorte de missile, mais qui fait pas beaucoup de dégâts. Enfin, je veux dire, à part le Piaf qui te permet de gagner de la longueur dans les airs, tu vas pratiquement jamais les utiliser. Le seul que j'utilise un peu, c'est Riju pour les dégâts. Mais c'est tout. Et puis, les donjons sont bien, mais ils restent encore trop petits. On sent qu'ils sont encore sur la lignée des créatures divines de Zelda BOTW. Et donc ça reste encore trop petit. Y a pas de donjon à la Ocarina of Time, où parfois ça pouvait prendre jusqu'à quelques heures juste pour arriver au boss. Là, les donjons, c'est un peu l'enchaînement de plusieurs sanctuaires, mais avec une thématique et une direction artistique identiques. Peut-être il aurait été plus judicieux de faire moins de sanctuaires et plus de donjons, comme les 10 donjons d'Ocarina of Time, où là, tu t'en souviens. Par exemple, je me souviens pratiquement pas du donjon des Piaf. Enfin, j'ai juste eu l'impression de faire 5 sanctuaires sans grand intérêt. Et ce que je dis là s'applique aussi à Breath of the Wild, avec toutes les créatures divines. Et le dernier point négatif dont j'aimerais parler est minime. Mais attention spoiler, avancez à ce timecode si vous voulez pas vous faire spoiler. Mais pour trouver Ganon, c'est dommage ce qu'ils ont fait. Puisqu'il y a plusieurs points. Déjà, où le trouver? Le jeu te fait clairement comprendre que Ganon a probablement bougé de sous le château. Donc on sait qu'il est dans les souterrains, mais on sait pas où. Et on y va et tout ce qu'on trouve c'est Koga. On le bat plusieurs fois et il nous dit au final que Ganon est sous le château. Alors ça peut paraître bête, mais le jeu te pousse vraiment à compléter et ça enlève ce que le premier jeu pouvait faire, c'est-à-dire aller voir Ganon et le battre directement après être sorti du tuto. Alors que là, tu peux pas le faire si t'as pas déjà fait le jeu au moins une fois. Et c'est encore pire au niveau du combat. Puisque comme dans BOTW, là si tu l'affrontes, tu vas affronter tous les autres boss, sans l'aide des sages. En plus d'une armée de bokoblins, de moblins et autres mobs. Sauf que cette fois c'est vraiment compliqué. Le jeu te pousse évidemment à aller battre tous les boss avant d'explorer, mais il pouvait le faire d'une manière un peu plus subtile, comme dans BOTW, plutôt que juste de faire un combat où tu peux pas réussir du premier coup. Ah et oui, le jeu lag plus, mais beaucoup plus. Après c'est pas très grave puisque il est quand même très très beau. Artistiquement c'est un chef-d'œuvre puisqu'il reprend le même moteur graphique que Zelda BOTW. Donc même si la Switch crache ses poumons, ça reste très très beau. Bien qu'il y ait certains problèmes d'optimisation. Et surtout il est beaucoup plus coloré que Zelda BOTW. Et ça rajoute vraiment un charme au jeu. Mais oui, je suis assez sévère avec Zelda TOTK, puisque ça vient de BOTW. Mais il y a des choses que TOTK fait très bien, voire mieux que son prédécesseur. Déjà, au niveau de l'histoire, c'est incroyable. L'histoire est vraiment bien, et on a vraiment envie d'en savoir plus. Surtout que récupérer toute l'histoire, ça permet de récupérer plus facilement la Master Sword. Et puis, ne serait-ce que d'en connaître plus sur les Sonos, dont on nous parle depuis le début du jeu, d'en connaître plus sur cette technologie avec Zelda qui a été renvoyée dans le passé, et ça donne vraiment envie.
je vais pas vous mentir en vous disant qu'avec Link's Awakening, c'est très probablement l'une des meilleures histoires de Zelda. Enfin, je vais pas vous spoiler, mais quand j'ai vu le dernier souvenir, j'ai vraiment réagi en me disant « Attends, quoi? Ça s'est vraiment passé? C'est pas possible !» Et surtout, une bonne histoire, ça aide quand même à être investi dans le jeu, à vouloir sauver les personnages et en savoir plus sur ce qui se passe et comment tu peux régler ces problèmes. Ensuite, ils ont néanmoins réussi à garder l'essence de BOTW dans l'exploration. Je veux dire, tu veux te rendre à un point en particulier et en fin de compte, tu vois un autre point qui t'intéresse, puis encore un autre, etc. jusqu'à atteindre ta destination initiale, et ça sans que tu te rendes compte. Par exemple, ici dans Akkala, je viens de récupérer un coffre, et j'aimerais bien aller au village de Zéro. Alors d'abord, je vais à la tour, puis je vois un marchand un peu bizarre. Alors j'y vais, et puis il y a un camp de monstres à proximité, et puis il y a un sanctuaire. Et en y allant, je récupère un Korogu, puis je m'aperçois qu'il y a une entrée vers les profondeurs, alors je m'y rends, et je passe quelques temps dans les profondeurs, même si c'est un peu vide. Et au final, je me rends au village de Zéro, dans lequel il y a encore quelques quêtes à faire. Mais tout ça pour dire que j'ai atteint ma destination finale au bout de 2h30, certes, mais j'ai pas eu l'impression de m'ennuyer du tout. J'ai jamais eu particulièrement envie de quitter le jeu, puisqu'à chaque fois, il y avait autre chose qui m'attirait. Ensuite, au niveau des quêtes secondaires, TOTK fait peut-être mieux que BOTW, puisque comme dans BOTW, on a les petites missions et les plus grandes quêtes secondaires. Et j'aimerais parler des plus grosses quêtes secondaires. Déjà, elles offrent pour la plupart de très bonnes récompenses, comme le Sensor Plus, qui te permet de chercher ce que tu veux, ou encore le médaillon de téléportation. Mais plus que ça, il y en a comme les quêtes de pacification du monde, où tu vas à différents endroits de la carte pour détruire des camps de bokoblins, avec l'aide de personnes. Je trouve que c'est vraiment sympa pour deux raisons. Déjà parce que ça te permet d'aller dans des zones que tu n'as pas forcément explorées, comme Akkala par exemple. Et ensuite parce que ça rajoute vraiment de la vie au monde. Tu n'es pas seul à affronter les monstres, mais il y a quelqu'un avec toi, et même une équipe, et vous affrontez ensemble différents groupes de mobs. Enfin, je veux dire, la récompense n'est pas incroyable, mais juste le fait de te battre avec des gens et visiter des endroits et des camps de monstres pour sauver Hyrule est incroyable comme idée. Et puis, encore une autre idée incroyable, mais celle d'infiltrer le clan Yiga et de faire passer des examens pour débloquer l'une de leurs compétences, est de loin une de mes choses préférées du jeu. Oui, l'attaque est pas incroyable, ça fait pas très mal, et tu peux toujours prendre une branche d'arbre pour te battre de manière plus efficace. Mais ça reste pas mal. J'aime beaucoup pouvoir me sentir comme un Yiga après avoir infiltré leur camp. Certaines fois, au niveau des quêtes, TOTK dépasse BOTW. Je pense par exemple à la quête des limites qui te permet d'avoir carrément un nouvel ingrédient. Mais c'est surtout au niveau de la mise en scène. Prenez l'exemple du joueur de flûte qu'il faut aller chercher pour réveiller une des grandes fées. La mise en scène est sublime et ça reste très poétique. C'est vraiment une force de ce jeu, c'est sa mise en scène. Et ensuite, ce qui a vraiment été relevé dans ce jeu par rapport à BOTW, c'est que les ennemis sont plus diversifiés. Parce que les bokoblins en rouge, bleu, noir, violet et au rose à paillettes, bon, c'est bien, mais ça manquait grandement de diversité. Les nouveaux ennemis rajoutent un grand vent de fraîcheur. Et c'est aussi bien de garder les anciens mobs. Par exemple le Linel que tout le monde apprécie. Ou les Inox que tout le monde n'apprécie pas, mais qui rajoutent quelque chose au jeu. C'est une ambiance spéciale quand tu tombes sur ces mini-boss dans la nature. Après, il y a malheureusement eu trop peu d'ajouts de mobs par rapport aux 6 ans d'attente qu'on a eu. Parce que oui, les Golemax, les Griocs, les Trogoblins, voire même les Gibdos, c'est cool. Mais on les voit pas assez. Il y a encore trop de Bokoblins, de Moblins et de les Alphos. Après, heureusement qu'ils ont rajouté Ganondorf, mais ça, on en parlera après. Mais juste avant de parler d'un dernier point positif du jeu, j'aimerais juste parler du nouveau système de jeu. C'est-à-dire les possibilités infinies avec les pouvoirs que l'on t'offre. Plus tôt, j'avais dit que le jeu perdait l'ambiance de BOTW. Ce que ça apporte aussi autre chose d'être créatif comme ça. Déjà, dès le début, on a toutes les clés en main pour explorer. Oui, au début, ça va être un peu compliqué, et les constructions seront pas incroyables, mais au fur et à mesure, on avance et on fait des constructions de plus en plus incroyables. Oui, ça casse complètement avec l'ambiance de BOTW, mais ça te permet de faire réellement plus de trucs. Tellement plus d'expérience, tellement plus de manières de réussir les énigmes. Parce que oui, les pouvoirs sont clairement mieux que ceux de Breath of the Wild, et ça permet vraiment de laisser le joueur penser librement. Enfin, je veux dire, quand quelqu'un est bloqué dans un trou, soit tu choisis de le sortir avec rétrospective, soit tu crées une machine pour le faire, mais c'est toi qui choisis. Et puis, on a quand même une cohérence dans le monde, puisqu'on a les Yiga qui cherchent à en savoir plus sur les Sonos et leur construction,
Alors oui, au début ça paraît un peu bizarre de voir les ligas en voiture, mais au final on s'y fait plutôt vite. Mais c'est quand même pour l'exploration que c'est bien. Puisque si TOTK réussit très bien un point, c'est de te faire réexplorer les endroits. Parce que oui, plutôt j'avais dit que ça enlevait la découverte. Sauf que les endroits ont changé, et tu peux avoir un regard différent sur eux. Par exemple, j'avais dit que tu savais déjà qu'est-ce qu'il y avait avec les gorons. Mais maintenant c'est complètement différent. C'est plus les mêmes gorons et il y a d'autres problèmes. Et c'est là que les véhicules entrent en jeu, parce qu'ils te permettront non plus d'être guidés par le jeu, mais surtout de se rendre plus rapidement aux endroits pour voir comment ils ont évolué. Et oui, il n'y a pas la même ambiance que BOTW, mais ça c'est si tu le compares vraiment à BOTW. Ce qu'essaie de faire Tears of the Kingdom, c'est d'appréhender d'une manière différente l'exploration. C'est de créer un nouveau moyen de déplacement. Et oui, ça contraste avec le côté plus calme de l'exploration, surtout quand on peut faire des machines de guerre comme ça. Mais surtout, ça te permet de passer des obstacles plus vite que prévu, et vraiment pouvoir avoir accès à pratiquement l'entièreté du monde le plus vite possible. Sauf que pour le faire, il faut être créatif. Et vous allez me dire que je me contredis avec ce que j'ai dit précédemment. Mais juste avant, j'ai dit que tu perdais l'exploration de la carte et la découverte des lieux. Sauf que TOTK l'appréhende sous un autre angle. Non pas la découverte, mais la redécouverte. Même au niveau des combats avec amalgame, puisque pratiquement chaque amalgame va faire quelque chose, comme un lance-flamme sur un bouclier pour brûler les ennemis, ou alors un ventilateur pour je sais pas pourquoi. Mais c'est toute cette créativité qui apporte vraiment du nouveau par rapport à BOTW. Puisque si BOTW avait vraiment mis l'accent sur l'exploration, là, c'est la créativité qui va se rajouter. Que ce soit pour les combats ou l'exploration. Et ça contraste pas mal avec Breath of the Wild. Mais ça permet aux joueurs d'être plus libres dans ses mouvements et dans les énigmes. Puisque lorsque tu réussis l'énigme, tu n'as pas l'impression que le jeu t'a poussé à faire quoi que ce soit, mais que c'est toi qui as complètement trouvé la solution tout seul. Et je pense que le point le plus important sur lequel TOTK excelle, ce sont les boss. Dans le jeu, les boss donnent l'impression qu'on est retourné aux anciens boss des grands donjons. Des boss qui restent en tête pour leur combat. Par exemple, j'ai vraiment adoré Glagalia, le boss des Piaf, qui déjà dans son gigantisme me rappelle le dragon du temple de feu d'Ocarina of Time, mais surtout exploite super bien la mobilité des airs, puisque tu peux soit choisir de tirer des flèches, ou alors tu es stylé et tu choisis de foncer dans ses points faibles. C'est vraiment pour la plupart des combats impressionnants. Dommage qu'ils ont été désacralisés dans les profondeurs où tu peux les retrouver à plusieurs reprises. Puisque quand vous regardez la carte des profondeurs, on peut retrouver le même boss à quelques minutes d'écart. Et c'est vraiment dommage parce que tu vois ça et tu te dis que le boss que tu voyais avant maintenant, c'est juste devenu un mini-boss au même niveau que les Golemax ou les Grioc. Mais ce qui fait de cet opus un opus exceptionnel, c'est Ganondorf. Pour le coup, comparé à BOTW, il n'y a rien à dire. Le combat est mieux dans tous ses aspects. Déjà, il est teasé avec toutes les larmes du dragon, et donc on s'attend à un grand combat. Et ça tombe bien, puisque c'est vraiment un grand combat. C'est probablement un des meilleurs combats de tout Zelda, sachant que chaque coup fait très mal et t'enlève ta vie que tu ne peux plus récupérer pour le reste du combat. Et puis, sa deuxième phase avec la barre de vie qui dépasse littéralement les barres classiques, ça crée une vraie aura autour du personnage. On le voit plus comme un boss classique, mais réellement comme un boss final. Et puis, sa dernière phase est probablement le meilleur combat de tout Zelda. La mise en scène est exceptionnelle, Zelda et Ganon en dragon qui s'affrontent. On récupère la Master Sword sur Zelda si c'est pas déjà fait. Puis la mise en scène de la Master Sword est juste incroyable. Zelda en dragon qui s'est sacrifié pour qu'elle retrouve son pouvoir, c'est juste magnifique. Mais le combat pour le coup, je m'en souviens encore maintenant, alors que ça doit faire maintenant 2 ans que je l'ai pas fait. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il ne faut pas de BOTW 3. Puisque déjà la fin est sublime. Maintenant il nous faut une nouvelle carte, un nouveau Zelda et un nouveau Link. On ne connaît que trop bien la carte de BOTW maintenant, donc il faut la changer. Rester sur cette open world, mais faire une carte complètement différente, avec une histoire différente encore de ce qu'on a eu. Et j'espère sincèrement qu'ils n'iront pas plus loin avec la créativité, puisque ça reste Zelda. Et pour moi, ce sera plus Zelda si Link commence à créer des fusées, aller dans l'espace, et jouer à Microsoft Flight Simulator. Sincèrement, Zelda TOTK est un bon jeu, un très bon jeu même,
Et c'est pour le coup Zelda BOTW en plus abouti. Pourtant, je trouve qu'il a moins sublimé le jeu vidéo que BOTW. Breath of the Wild a posé les bases de l'open world d'aujourd'hui, tandis que TOTK a certes amélioré certains points, il a quand même certaines choses qui m'ont dérangé. Et oui, le jeu est objectivement meilleur en termes d'exploration, de boss et d'histoire. On retrouve pas les mêmes manières d'explorer ni les mêmes sensations, et elles sont parfois meilleures. Oui, les nouvelles idées sont super, oui, le jeu est plus beau, oui, le jeu est techniquement BOTW en mieux d'un point de vue objectif, c'est plus abouti. Pourtant, j'espère que ce sera BOTW qui restera dans l'histoire du jeu vidéo en tant que révolution de l'open world. Et évidemment, pour conclure, je ne dis pas que TOTK est mauvais. Je dis juste que contrairement à BOTW, il ne peut pas être considéré comme l'open world qui a changé l'histoire du jeu vidéo. Et BOTW et lui sont incroyables, mais je ne pense pas que ce sont des open world parfaits. Alors merci beaucoup d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si c'est pas déjà fait, et surtout, prenez soin de vous.